Jean-Michel Tobelen, merci d'être aujourd'hui parmi nous. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté aussi de traiter cette question qui est la question de l'égalité. Au niveau culturel, alors question qui est traitée par pas mal de chercheurs, qui a été traitée par Jacques Rancière très précisément à un certain moment. Au départ, je voudrais vous poser la question la plus large. À quel endroit se pose la question de l'égalité quand on parle de culture? Est-ce que se situe au niveau de l'accès? Est-ce que se situe à d'autres niveaux? Je pense qu'on a beaucoup réduit la question à l'accès et justement comment la dépasser. Alors, il faut avouer que de mon côté, effectivement, la question de l'accès reste néanmoins centrale parce que j'ai bien conscience que la plupart des citoyens de notre pays pratiquent des formes de culture, ou quasiment tous, d'une certaine manière, encore plus aujourd'hui sans doute qu'autrefois. Mais ma réflexion, il faut dire qu'elle est centrée sur un point en particulier, c'est celle des équipements publics. Pourquoi? Tout simplement parce que ces équipements publics appartiennent à la communauté des citoyens. Et donc je me suis étonné du fait que, alors que par définition les théâtres, les maisons d'opéra, les bibliothèques, les musées appartiennent aux habitants de notre pays, appartiennent à ceux qui visitent ce pays bien entendu, ou ceux qui le fréquentent, pour autant on était très loin d'observer des conditions d'accès qui seraient relativement analogues en fonction des différentes catégories qui composent la population. Alors je sais bien que cette approche sociale, d'une certaine manière, n'est pas très en vogue parce que beaucoup de chercheurs préfèrent adopter d'autres angles d'attaque. Il me semble néanmoins qu'elle reste pertinente et que nous avons des progrès à réaliser dans ce domaine. Donc soit on considère que la question ne se pose pas trop, que les choses fonctionnent, et effectivement le sens commun suggère que quand on voit des théâtres qui sont pris d'assaut, des expositions où on fait la queue pendant des heures, on se dit bah oui, bah, pourquoi pas, enfin il y a quand même beaucoup de gens qui accèdent à ces formes-là de culture. Il n'en reste pas moins qu'au-delà des données chiffrées dont on peut expliquer l'ampleur, il est préoccupant de constater qu'une partie de nos concitoyens reste à l'écart d'équipements qui sont conçus pourtant pour eux. Et donc c'est là qu'on est au fondement de la question de l'égalité, c'est-à-dire est-ce que réellement il y a, au-delà des intérêts qui sont propres à chacun, il n'y a pas des centres d'intérêt, je veux dire des goûts, pardonnez-moi, de chacun d'entre nous, est-ce que les conditions sont réunies pour que réellement tous les habitants, tous les citoyens de ce pays tirent parti, tirent profit en termes d'enrichissement, d'émancipation de ces équipements culturels. Dans un rapport que vous avez écrit pour la Fondation Jean Jaurès, il y a aussi cette idée d'emblée que vous posez, c'est-à-dire qu'il ne s'agit bien sûr pas de placer au centre des préoccupations la culture dite labellisée, c'est-à-dire les lieux publics, mais dans cette idée d'égalité, de prendre conscience qu'il y a des pratiques spontanées des publics, qu'il y a un présent des publics, et qu'il ne s'agit pas non plus de renvoyer le public à un vide culturel. Voilà. Ah non, certainement pas. Encore une fois, ce serait une erreur de considérer que même des gens qui seraient éloignés, je dirais presque physiquement des lieux de culture, n'ont pas accès à la culture. Évidemment qu'ils y ont accès, et probablement bien davantage qu'autrefois. Donc effectivement, vous avez raison, ce n'est pas ce point-là qui est soulevé. Alors à quel endroit ça bloque? On a envie de se demander à quel endroit ça bloque pour que les choses circulent. Ben, je continue encore à m'interroger parce que je m'aperçois que le discours que je développe et dont vous avez souligné qu'il n'est pas nouveau se heurte à un certain nombre d'obstacles et de résistances. Comme si on préférait ne pas envisager que la question se pose. Il me semble que c'est une erreur parce que les données que j'ai pu rassembler confirment quand même l'idée de disparité assez marquée dans l'accès, en tout cas aux équipements culturels publics, c'est de cela dont je parle, des différentes catégories de citoyens. Et dans ces conditions, il me semble que ce qui est important, c'est déjà de le reconnaître. Ensuite, éventuellement, de donner les moyens de le mesurer. Qu'est-ce que nous savons de la situation actuelle? Est-ce que déjà nous pouvons avoir quelques idées
sur le fait de savoir si nous avons progressé toutes ces années où une intense politique culturelle a été développée. Et puis, dernier point pour moi central, c'est qu'est-ce que nous décidons de faire concrètement. Parce que, à titre personnel, je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il existe des moyens de surmonter un certain nombre de difficultés. Alors peut-être pas de résoudre toutes les difficultés, ce serait sans doute utopique, mais au moins de commencer à cheminer, d'avancer. Il y a eu évidemment des progrès qui ont été faits, qui sont importants, mais je considère que nous sommes loin du compte. Et deuxième élément possible de dissensus, une partie des personnes qui n'adhèrent pas nécessairement à ce discours suggèrent qu'il faut laisser d'une certaine manière le temps au temps et que les choses vont aller en s'améliorant. Mon sentiment, il est l'inverse de celui-là, c'est-à-dire que je n'exclus pas, sans être devin bien entendu, je n'exclus pas que les choses s'aggravent. Et pourquoi je le pense? C'est parce que quand on regarde les enquêtes qui sont menées aussi bien sur le continent américain qu'à l'échelle européenne, on s'aperçoit qu'il existe des phénomène de recul, de retrait par rapport à des pratiques qu'on connaissait précédemment. Et ce phénomène-là, il est hautement inquiétant parce qu'il est, d'une certaine manière, contre-intuitif. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que le lien avec la culture, il est extrêmement proche ou relié au niveau d'éducation. Or, le niveau d'éducation, il progresse dans nos sociétés, en particulier en France, dans des phénomènes de massification de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc on aurait dû s'attendre à ce que ces progrès de l'éducation se produisant, de larges catégories de la population soient entraînées finalement vers des pratiques plus régulières, moins exceptionnelles. Et plus diversifiées aussi. Et plus diversifiées, vous avez raison, à l'égard des différentes offres culturelles qui leur sont proposées. Alors, le fait de dire, alors néanmoins je reviens un peu en arrière, le fait de dire qu'il existe des pratiques culturelles dans l'ensemble des citoyens, c'est évidemment positif, mais pour moi il ne faut pas le prendre, si vous voulez, comme une sorte de prétexte pour dire, bon, bah, à ce compte-là, pourquoi s'embarrasser de réfléchir plus spécifiquement aux équipements culturels publics? Parce que si nous agissons de cette façon-là, ça veut dire qu'on renvoie d'une certaine manière les individus vers des pratiques individuelles ou collectives, mais qui sont dissociées de celles des équipements publics, alors même que ces équipements publics, leur mission, leur raison d'être, c'est d'accueillir la communauté des citoyens. Parce que l'inverse signifierait qu'on a une vision aristocratique ou élitiste de la culture, dont je pense malheureusement qu'elle subsiste chez certains, avec l'idée que la culture se mérite, qu'il faut faire des efforts pour accéder à la culture. Et ça me semble être un discours un petit peu dangereux. Je pense qu'il faut au contraire aider les gens à se rendre compte qu'ils sont les bienvenus, ils sont chez eux, et qu'on va déployer tous les efforts possibles pour faire en sorte que cette offre culturelle, qui peut paraître parfois un peu ardue, un peu difficile d'accès, le soit le moins possible. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de démagogie, il ne s'agit pas de dire que tout cela s'acquiert sans effort, mais ce sens de l'effort se fera plus facilement dans le sens d'un cheminement où on va accompagner les individus de façon simple dans leur parcours de découverte, et avec l'idée, ce qui fondera finalement cette idée, c'est l'idée que on ira dans le sens d'un plus grand épanouissement finalement des individus, chose à laquelle peut-être les pratiques plus immédiates auxquelles ils ont accès possiblement leur permettraient moins d'aller vers cette question de l'épanouissement et de l'émancipation. Oui, alors je trouve que ce qui est intéressant, c'est que pour avoir rencontré un certain nombre de personnes issues des zones dites périurbaines, par exemple, ces personnes sont parfois ont un regard très lucide sur le degré d'isolement qui peut exister dans certaines zones, certaines cités, hein, en me disant, ben, moi je viens des cités, et je sais qu'il y a parfois des regroupements autour de cultures exclusives, et le fait d'être sorti pour moi de la zone dite périurbaine m'a apporté un degré, on va pas utiliser on peut l'utiliser le mot, mais il est très chargé, émancipation,
très très large dont je n'avais pas forcément conscience avant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça me permet aussi d'y retourner et de revenir aussi d'investir un territoire. Donc il y a aussi un défi de, comment dire, de mobilité physique, de mobilité symbolique à trouver pour les individus, je dirais même d'agilité pour les individus. C'est peut-être un de ces défis-là qu'on peut défendre aussi, c'est-à-dire non pas exclusivement la fréquentation du lieu culturel, mais en même temps la capacité d'y rentrer, d'en sortir, d'aller ailleurs. Peut-être que voilà, l'objectif aujourd'hui est territorial. Et j'aurais une question à poser, excusez-moi avec toute cette préparation, c'est de se dire, vous soulevez aussi dans un de vos textes que les nouvelles technologies ne sont pas uniquement la solution. C'est-à-dire le fait de favoriser l'accès aux nouvelles technologies ne sera pas la seule solution pour amener... Là, on sent poindre la nécessité d'une médiation. Oui, alors je crois que, comme souvent, on a un discours un peu magique sur les outils. Alors les outils sont les outils, donc ils ont leur utilité. Et donc il serait vain d'imaginer que le développement des nouvelles techniques n'a aucune influence sur l'accès à la culture des individus. Évidemment que l'individu le plus isolé, grâce à un certain nombre de dispositifs techniques, alors autrefois la télévision, la radio, et aujourd'hui l'internet, le téléphone mobile, etc., évidemment que ces individus accèdent à d'énormes quantités de contenu culturel. Néanmoins, ce serait une illusion de croire que cela va permettre de surmonter des écarts ne serait-ce même que l'accès à Internet, puisqu'on sait qu'une partie des Français n'y accèdent pas. Donc, les outils techniques restent des outils techniques, ils ont évidemment leur utilité. Je pense qu'on peut encore développer les moyens, enfin, autrement, plutôt les offres culturelles fondées sur l'utilisation du numérique, mais sans illusion excessive, parce que nous le savons, et ça a été bien identifié par les chercheurs et également par le ministère de la Culture, nous savons qu'on retrouve les mêmes finalement disparités, inégalités d'accès à l'intérieur du monde numérique qu'à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'illusion. L'outil technique ne permet pas à lui seul de surmonter ces écarts. Autrement dit, c'est même presque dans certains cas l'inverse, c'est-à-dire quand vous êtes confronté à une infinité de propositions culturelles, comment s'orienter dans cette infinité de contenus, et comme vous l'avez souligné, intervient du coup la question de la médiation, qui va m'aider, qui va m'accompagner dans mon cheminement, qui va m'aider à faire des choix éclairés. Si cette forme d'intermédiation n'existe pas, il est assez probable que les individus iront vers ce qui s'imposera à eux, c'est-à-dire des grands succès dans le domaine de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'écrit, ce qui évidemment est très différent de ce que peuvent faire des structures comme les bibliothèques, par exemple, qui vont nous aider à cheminer dans notre parcours de lecteur. Tout à fait. Tout en considérant qu'on peut faire aussi un travail sur la culture populaire, sur la culture spontanée des individus. Bien sûr. On peut le décrypter, qu'on peut faire un travail là-dessus. On peut se pencher sur ce vers quoi les individus se dirigent plus ou moins spontanément, parce qu'il y a toujours un appel à cela, et qu'on peut aussi travailler là-dessus. Oui, vous aviez raison tout à l'heure de souligner qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Au fond, ce qui importe, à mon sens, c'est la question du cheminement. On peut partir de n'importe quel point, sans qu'il y ait encore une fois nécessairement de hiérarchie, mais en considérant, parce que je vois bien que c'est le propos de beaucoup d'éducateurs, en considérant quand même que certaines formes de culture vont davantage enrichir les individus par les formes de questionnement ou de déplacement du regard qu'elles provoquent, que d'autres. Donc il s'agit bien de ça, il ne s'agit pas nécessairement de dire on va laisser tomber la culture que vous connaissez pour aller vers une autre culture qui serait le contre-pied de ce à quoi vous êtes habitué actuellement. Il s'agit de dire que un certain nombre de personnes pensent que des formes de culture
qui ont parfois traversé les siècles, ont une importance particulière pour la compréhension de l'être humain et du devenir de l'humanité. Et donc c'est bien l'idée d'accompagner les individus dans la découverte d'un ensemble de propositions culturelles à l'intérieur duquel ils feront leur choix en fonction de leur goût et de leur centre d'intérêt. Mais la question essentielle, c'est de savoir, est-ce que, si on ne faisait pas cette démarche, est-ce que les individus seraient réellement et concrètement en mesure de faire ces choix éclairés? Cela, on peut en douter. Donc c'est vraiment, on en revient là à des principes qui sont bien connus dans notre pays ou dans d'autres, bien entendu. C'est la question des lumières, c'est la question de l'éducation, c'est la question de la culture qui porte les individus éventuellement à sortir de leur cadre de référence habituel, qu'ils soient sociaux, familiaux ou intellectuels ou culturels. Et donc il ne s'agit en aucun cas de forcer les individus, par exemple, à aller dans les théâtres ou aller dans les monuments ou dans les musées. Il s'agit de les mettre dans la situation où ils pourront faire réellement preuve d'une capacité de choix éclairé, comme beaucoup de gens qui ont poursuivi notamment des études supérieures pensent être en mesure de le faire, et c'est sans doute le cas, puisque en réalité, à travers la notion finalement de culture omnivore ou de culture finalement qui mélangerait haute culture et culture plus populaire, on voit bien que c'est en réalité surtout le fait des gens qui sont les plus avancés, les plus éclairés, les plus à même de maîtriser l'ensemble du champ culturel. Donc autrement dit, il y a une dissymétrie. Si vous êtes quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation, bien sûr que vous pouvez priser des formes de culture populaire et en même temps des formes de culture plus savantes. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. L'accès aux cultures populaires, quelle que soit leur qualité et sans jugement de valeur, ne prédispose pas nécessairement à une maîtrise, à une prise en compte de cultures plus, on va dire, plus exigeantes. Voilà. Et donc ça nous ramène à l'idée quand même que si on laisse faire les choses, je crains qu'on n'aille pas vraiment dans le sens d'un progrès, au sens, encore une fois, des Lumières, même si certains remettent ça en cause. Ce qui suppose... L'universalisme culturel... Voilà, mais on voit bien tout ce qu'il y a derrière, mais néanmoins, il est, à mon avis, nécessaire d'avoir une part de volontarisme et de considérer que il est légitime d'emmener les citoyens là où ils ne souhaitaient pas nécessairement ou obligatoirement aller de prime abord, mais dont il est clair que, pour lequel il y a une très forte présomption qu'ils nous en seront reconnaissants. Finalement, parce qu'un individu qui fera le constat qu'il a réussi à échapper à un certain nombre de déterminismes familiaux, sociaux, géographiques, etc., comprendra bien qu'il s'est transformé dans un individu différent, peut-être possiblement plus riche et plus à même d'agir dans le monde réel qu'il ne l'était précédemment, et il y a fort à parier qu'effectivement l'éducation et la culture sont des outils pour y parvenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que un des rôles de la médiation culturelle, quand elle s'exerce dans différents territoires, c'est justement de sortir des déterminismes sociaux les personnes et de leur donner, avant même de leur transmettre des œuvres ou de la connaissance, de faire un exercice de liberté simplement. C'est-à-dire c'est très difficile d'enseigner la liberté aux gens, mais c'est-à-dire c'est une idée assez fine en fait, de se dire on va travailler sur comment les gens vont orienter graduellement leur choix, librement leur choix, et comment dans cette orientation ils vont se constituer des parcours qui leur appartiennent un peu. Exactement, et on le voit bien, par exemple dans le film L'Esquive autour de Marivaux, comment la compréhension d'un texte classique qui peut paraître très très éloigné des préoccupations des jeunes gens d'aujourd'hui est en réalité un outil d'ouverture et de compréhension du monde absolument fondamental. Alors je ne dis pas que c'est seuls les classiques
y parviennent, les œuvres contemporaines y parviennent également de la même façon, mais c'est simplement pour se dire qu'il faut, une certaine forme de volontarisme pour aller au-delà de l'idée de dire, écoutez, la plupart des jeunes gens, voilà, ils ont des formes de culture, et c'est très bien, et pourquoi on ne se contenterait pas de ça? On ne se contente pas de ça parce que si on a une vision un peu plus exigeante peut-être, on peut se dire qu'on peut aller beaucoup plus loin avec les individus, et encore une fois, ça n'est pas du paternalisme, c'est quelque chose donc, qui risque d'en être quand même extrêmement satisfait au long de ce cheminement qui, encore une fois, n'aura pas de fin. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, même les gens éduqués n'ont pas la maîtrise de l'ensemble de la production, j'allais dire, intellectuelle et culturelle. Très souvent, on connaît des éléments de la culture littéraire, des éléments de la culture musicale, des éléments de la culture cinématographique, des éléments de la culture théâtrale, et donc il n'y a pas de complexe à avoir. Même les personnes les plus éduquées ne sont pas des pics de la Mirandole, ça n'existe pas, et ça existera de moins en moins à mesure que l'humanité produit un nombre d'œuvres absolument incalculable. Et encore, en disant ça, je reste sur une vision de la culture au sens plus artistique du terme, et j'ai écarté la culture scientifique et technique, alors que nous savons très bien que la vision de la culture qui préexistait autrefois, c'était bien celle d'un continuum entre la science, l'histoire naturelle, l'histoire, la littérature, etc., etc., etc. Donc là, quand bien même on laisserait de côté une partie de la culture, parce que la culture scientifique et technique est une part fondamentale de la culture, même en faisant ce choix, on voit bien que l'ensemble de la production culturelle de l'humanité ne pourra jamais être appréhendé par un individu quel qu'il soit. Alors, rentrons un petit peu du côté des institutions, c'est-à-dire qu'elles soient sociales, que ce soit un relais social, que ce soit une structure culturelle de proximité, que ce soit un tiers-lieu. Alors on a l'impression qu'on fait beaucoup de propositions aujourd'hui dans ce sens, c'est-à-dire l'État annonce 110 millions d'euros pour financer les tiers-lieux, etc. Mais on a aussi l'impression qu'un des enjeux, c'est que tous ces éléments-là puissent travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on puisse prendre conscience aussi que pour un travailleur social, le lieu culturel est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas le lieu de la culture essentiellement. Alors comment vous voyez aussi les limites par rapport à cela et comment vous percevez un petit peu les enjeux simplement d'une collaboration, d'une coopération entre ces différentes institutions? Ce qui me semble, c'est que ce que viennent de nous prouver les 30 dernières années, c'est que les institutions culturelles à elles seules ne parviendront pas, dès lors qu'elles en auraient un peu plus de volonté peut-être, mais quand bien même ce serait le cas, ne parviendront pas à atteindre des individus qui se tiennent en retrait, pour un ensemble de raisons, effet de relégation, effet d'intimidation, sentiment que cette forme de culture n'est pas pour soi, quels que soient les efforts remarquables déployés par les institutions culturelles, on voit bien qu'elles n'y parviendront pas elles seules. Par conséquent, elles ont besoin de relais. Parce que les individus, finalement, font confiance à des individus qu'ils côtoient, qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. D'où le rôle des éducateurs, que les personnes apprécient et connaissent, avec lesquelles ils ont une familiarité. Par conséquent, si on s'en tient à cet objectif d'élargissement progressif, graduel des publics, mais avec cette exigence de les élargir encore davantage, rien ne pourra se faire sans relais dans le monde social, dans le monde éducatif et, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans le monde économique, à travers, on en parlait, notamment les comités d'entreprise. Donc, incontestablement, les institutions culturelles qui sont cohérentes avec elles-mêmes dans l'idée d'élargissement du public, d'abord elles le font déjà, bien entendu, mettre en place des partenariats, mais doivent absolument conforter ce travail en commun avec des structures, qu'elles soient dans le domaine social, dans le domaine sanitaire et social, dans le domaine éducatif, dans le domaine associatif et dans le domaine économique. Et sinon, elles n'y parviendront pas, tout simplement. Même si elles pratiquent la gratuité. Alors, la gratuité ne suffit pas. Alors la gratuité, voilà, bien évidemment, on peut en souligner les limites, mais ça aussi les mérites. La gratuité, oui, bien sûr, on peut se dire que
si on décrète simplement, voilà, maintenant ces institutions sont gratuites et qu'on faisait semblant de s'étonner ensuite que la composition n'est pas tant évoluée que cela, évidemment, ça serait un peu court comme raisonnement. On sait bien que si on met en place des mesures de gratuité, alors il faudra les accompagner, parce qu'à nouveau, il faut qu'on soit dans ce principe de cohérence. Si je le fais avec l'intention véritable d'élargir des publics, alors je dois aller plus loin que cette simple mesure, on va dire, tarifaire, qui n'est pas sans intérêt, encore une fois. Qui a fonctionné, on interviewait ici même Jacqueline Edelman qui nous disait, mais ça a fonctionné. Tout à fait. Alors, mais on peut se dire, bien sûr qu'elle va fonctionner, mais si on veut qu'elle fonctionne au maximum de ses capacités, eh bien, il faudra quand même changer en partie l'offre. Autrement dit, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une offre préexistante, je supprime la barrière tarifaire et je vois ce qui se passe, il va se passer des choses, comme vous l'avez souligné, mais si je veux aller plus loin, mon sentiment, c'est qu'il faudra aussi changer cette offre, cette institution. Pourquoi? Dans l'intention de la rendre plus accessible, plus accueillante. On en parlait tout à l'heure, voilà, ces institutions, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les progrès, restent un peu intimidantes. Donc tout ce qu'on peut faire pour créer une forme de convivialité, d'accessibilité, de participation des individus, ira dans le sens de conforter cette action de gratuité. Et puis par ailleurs, il faut être également conscient du fait que même si on lève cette barrière tarifaire, il restera des obstacles symboliques. Et ces obstacles symboliques qui sont très puissants, très forts, et ils empêchent concrètement un certain nombre d'individus de s'approprier cette offre. Donc, par exemple, si vous êtes dans une salle de concert, ou au théâtre, ou dans un musée, et que vous ne donnez pas des clés d'accès, des clés de compréhension aux personnes nouvellement venues, il est possible que ces personnes se sentent déstabilisées, déçues, et que finalement elles en repartent avec l'idée qu'elles étaient venues sur le fondement d'une sorte de bonne volonté, qui est très répandue, mais que, en définitive, ça les conforte dans l'idée que, et ça c'est terrible, ça n'est pas pour moi. Voilà. Donc, autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes sérieux dans l'idée de rendre cette offre plus accessible, il va falloir travailler encore davantage qu'actuellement, et il y a d'énormes choses qui sont faites, dans le sens d'une véritable médiation. Parce que j'attire l'attention sur le fait qu'il y a des formes de médiation qui laissent à distance le public, qui ne sont pas aussi évidentes qu'on pourrait le penser. Et là, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de condescendance en disant mais vous voulez appauvrir le discours, vous mettre à un niveau... Non, pas du tout. Il faut prendre au sérieux le fait qu'on a des individus qui, ce n'est pas condamnable, ont parfois des références assez modestes, des connaissances modestes. Ce n'est pas du tout un problème. Il faut simplement partir de ce qu'ils connaissent, de leurs interrogations, de leurs besoins, et les faire cheminer progressivement vers une compréhension plus large de ce qu'est la musique, le théâtre, la danse, et les musées, etc. etc. La position inverse consisterait à dire, bon ben, allez-y, faites déjà un gros effort, consentez un énorme investissement, et après, éventuellement, vous serez conduit à venir nous voir. Eh bien non, cette position-là, elle n'est pas acceptable. Il faut partir de la réalité, de ce que connaissent un grand nombre d'individus dans notre pays, et ça n'est pas du tout honteux, et c'est la raison d'être des institutions culturelles encore une fois, de les aider à cheminer tranquillement dans la découverte progressive de choses de plus en plus, peut-être de plus en plus élaborées, de plus en plus fines, de plus en plus exigeantes. Et de tisser peut-être un discours qui n'appartient qu'à la rencontre. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et là, il faut souligner quand même, je lisais un mémoire récemment, universitaire, où le mémoire rapportait l'idée que lors de l'instauration de ce dont vous parlez, c'est-à-dire des mesures de gratuité, des professionnels s'étaient élevés en disant, et là il faut quand même avoir le cœur bien accroché, si je puis dire, ah bon, ben alors tout le monde va venir. J'ai envie de dire, mais cette remarque qui est pour moi vraiment terrible, elle suggère qu'il n'y a pas de compréhension de ce qu'est le service public,
de ce qu'est l'intérêt général et de ce qu'est le rôle des institutions culturelles publiques, je parle bien publiques ou soutenues par la puissance publique, à l'égard de l'ensemble des citoyens. Donc j'ai l'impression que parfois il y a, malheureusement, en dépit de tous les efforts et toute l'énergie qui est déployée, une forme de double discours, une sorte de discours grand public, nous sommes ouverts à tous, nous sommes dans le service public de la culture, etc. Et dans la réalité, l'idée que quand même, il y a une forme d'entre-soi qu'on peut quand même continuer à cultiver, parce que si on ne le fait pas, alors on va avoir affaire avec des gens qui n'ont pas cette maîtrise des codes dont nous parlons, qui vont se comporter différemment, et j'ai envie de dire, ben, chiche, faisons-les, ça n'est pas du tout un problème. On le voit bien dans les bibliothèques de lecture publique, où il y a parfois des petites choses qui se passent, et où le rôle des bibliothécaires est de faire comprendre aux personnes que voilà, on est dans un lieu qui est un peu particulier, qui vont peut-être se comporter un peu différemment. Eh bien, moi je considère que les individus ne sont pas censés le savoir d'emblée, obligatoirement. Ils ne sont pas censés nécessairement savoir comment se comporter dans une salle de concert, ni savoir comment se comporter dans un musée. Et cet apprentissage-là, ben, c'est l'apprentissage du lecteur, du spectateur, de l'auditeur, et c'est tout à fait normal. Et j'ai l'impression que la société française est quand même un peu parfois réticente par rapport à ça, par rapport à d'autres cultures qui abordent d'autres pays, d'autres traditions culturelles, où on aborde la culture d'une façon plus décontractée, qui ne signifie pas qu'on ait moins d'exigences, mais où on considère que finalement un accès assez convivial, assez décontracté à la culture est finalement ce qu'on doit rechercher. Parce que finalement, à la fin des fins, ce que nous souhaitons, c'est que les gens aient des bonnes expériences, passent un bon moment avec des amis, qu'ils considèrent que fréquenter un théâtre, un auditorium ou un musée, c'est une occasion de sortie en famille, avec des collègues. C'est ça ce que nous souhaitons en finalité, non pas être dans l'intimidation, dans le savoir qui impressionne ou qui fait peur. Il y a une chose qui me semble aussi assez intéressante, c'est une chose qu'on a pu remarquer dans les groupes avec lesquels on a travaillé. Une grande réussite, c'est que quand la question de l'égalité fonctionne avec la question de la mixité des participants, en fait. Je me rappelle d'un parcours à Villetaneuse où c'était une grande réussite parce que le directeur du conservatoire était avec une famille isolée, qui était avec une responsable du club de retraités, etc. Et que ça, c'est aussi un enjeu de demain, c'est d'arriver à faire travailler des personnes qui viennent d'horizons totalement différents dans des parcours culturels. Oui, alors je crois que nous avons un levier aujourd'hui. Alors on aurait pu faire 100, hein, et ce que vous dites là s'impose d'emblée et devrait être davantage répandu, mais il me semble qu'il faut être attentif à cette notion dont on a à la fois beaucoup parlé, mais peut-être pas tiré toutes les conséquences, de droit culturel. Il faut comprendre que, d'abord évidemment, ça ne concerne pas la culture uniquement en tant que telle, pas partout dans la culture, c'est une proposition beaucoup plus large hein, qui concerne la faculté d'expression des individus, leur épanouissement, la prise en compte de leur parcours, de leur histoire, de leur identité. Mais néanmoins, une fois ceci dit, ça concerne aussi les institutions culturelles. Autrement dit, comment va-t-on réagir à l'avenir chez les responsables culturels et chez les élus dans les collectivités quand les citoyens, et ils ne manqueront pas de le faire, vont se saisir encore davantage qu'aujourd'hui de cette notion de droit culturel, en demandant à être écoutés, en demandant à donner leur avis et en demandant à participer. Et là, je crois qu'il faut s'y préparer, il faut le prendre comme quelque chose de positif qui peut nous aider à progresser dans la faculté à mieux servir, à mieux répondre aux besoins des citoyens. On a l'impression, alors ça me vient comme ça en écoutant votre discours, c'est assez profond, c'est que les institutions font des propositions, mais on ne prend pas toujours le risque de l'intranquillité dans ces institutions. C'est-à-dire qu'on est dans un certain nombre, pour certains, de propositions tranquilles, où on va se dédouaner d'un travail qu'on fait sur les publics en disant « mais vous voyez, il y a eu lors de telles manifestations des publics qui ne seraient jamais venus spontanément, des publics non habitués, on va dire simplement, et on se dédouane derrière cela d'un travail qu'on pourrait faire, mais qui,
comme vous dites, mettrait un petit peu en péril, mais un péril salutaire, quoi. Oui, je me demande dans quelle mesure on va au bout de la logique. Une institution publique, et je parle de celle-là, encore une fois, il y a beaucoup d'autres structures qui existent et qui font un très bon travail, je parle des structures publiques tout simplement dans la mesure où c'est financé par les citoyens, donc je considère que ça leur appartient. Les structures publiques doivent aller au bout de ce qui est leur raison d'être, c'est-à-dire de servir la diversité des publics. Et vous avez raison de souligner que parfois, quelle que soit la bonne volonté, quel que soit le discours affiché, finalement, il y a une certaine forme de tranquillité, de confort, enfin c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire, mais on voit bien ce que ça signifie néanmoins, dans le fait de dire ben, nous avons des publics que nous connaissons, que nous accueillons régulièrement, les abonnés par exemple, dans les salles de concert, dans les théâtres, et finalement on pourrait presque s'en contenter. Pourquoi? Parce que par exemple dans les salles, eh bien, elles sont pleines quasiment, en tout cas elles pourraient quasiment être pleines du premier jour des réservations par le seul fait des abonnés. Donc on voit bien qu'il y a une limite dans l'idée de se dire oui mais ça en soi c'est bien, et c'est bien de servir des publics qui sont voilà, vivement intéressés par la culture d'emblée, mais qui fréquentent déjà régulièrement les lieux culturels, mais que la responsabilité d'un lieu culturel public, c'est d'aller au-delà de ça. Et pas simplement, comme je pense l'avoir compris dans ce que vous dites, pas simplement en ayant une sorte de prétexte ou de sauf-conduit en disant ben, « voyez, j'ai fait telle action ponctuelle, malheureusement, parce que des fois, souvent on n'a pas de moyens dans la durée qui serait suffisant. Là où ma vision à moi est de dire bien sûr qu'il faut conduire ces actions, alors on n'a pas prononcé le terme encore, mais disons en direction de publics empêchés, en direction de publics du champ social, bien sûr qu'il faut le faire, et je ne remets absolument pas en cause ces questions, il faut sans doute les amplifier, mais cela ne doit pas servir de prétexte pour ne pas aborder de front un objectif central quand même des institutions culturelles, qui est de servir une diversité large de publics. Parce que sinon, nous sommes entre deux extrêmes. Servir un public qui est quasiment déjà acquis, au sens où si on lui fait des propositions de qualité, bien sûr que nous sommes assurés qu'il répondra présent, d'un côté, et c'est très bien de servir ce public, et de l'autre, un public éloigné, que l'on cherche à accompagner de façon légitime, mais dans des conditions parfois un peu précaires. En laissant, à mon sens, de côté, une immensité finalement des citoyens de notre pays qui pourraient potentiellement, et c'est le pari que je fais, en réalité, qui pourraient être réellement intéressés par les propositions des institutions culturelles, mais qui, pour un ensemble de raisons, ne se sentent pas suffisamment concernés, ou alors le sont d'une façon exceptionnelle. Une fois de temps en temps, une fois pour des raisons, voilà, parce que peut-être qu'il y a une vedette au théâtre, ou parce que, je ne sais pas, ou parce que on a saisi une occasion, parce que, par exemple, dans les musées ou dans les monuments, on était en voyage, tout simplement. Et là, on retrouve la notion de loisir, hein, de disponibilité d'esprit, de se dire, je suis en déplacement, je n'ai pas trop de contraintes. Il se trouve que les gens autour de moi, ou mon guide me disent qu'il y a tel ou tel monument, site archéologique ou musée à visiter. Et finalement, je vais prendre le risque de le visiter parce que je suis dans une disposition qui est favorable. Et donc, en disant ça, je vois bien que cette question du risque, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que beaucoup d'individus restent à l'extérieur des propositions qui leur sont faites parce que ils se disent peut-être que l'écart est trop important à surmonter. D'où l'intérêt et la nécessité et le fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller dans un parcours, dans un cheminement, ce qui signifie obligatoirement dans la durée. Donc si on n'agit pas dans la durée, ça veut dire qu'on n'est pas en réalité sérieux, on n'est pas cohérent avec l'objectif qu'on se fixe d'un élargissement progressif, qui restera pour une part sans doute à la fin des fins une utopie, mais qui ne doit pas nous empêcher de chercher à progresser parce que, et là on en revient à ce que je disais tout à l'heure,
il ne fait pas de doute que nous avons des marges de manœuvre. Simplement, ces marges de manœuvre, soit on les a abandonnées au fil du temps. Le travail, on a parlé tout à l'heure des structures relais. Parlons de la jeunesse, structure jeunesse et sport. Parlons des structures d'éducation populaire. Donc on sait bien, tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, que ces liens se sont distendus. Donc ça, c'est des choses qu'on aurait pu continuer à faire et qu'on a, pour un ensemble de raisons, atténuées dans le temps. Et d'autres mesures qu'on pourrait évoquer aussi, ou qui sont citées dans le petit ouvrage de la Fondation Jean Jaurès, qui nous permettraient assurément, de façon certaine, de progresser. Dans cet ouvrage, j'ai deux petites dernières questions. Dans cet ouvrage, vous citez Serge Chaumier qui dit qu'on a plus besoin d'animateurs et pas de médiateurs au sens large. En plus, récemment, Serge Chaumier a dit quelque chose de très intéressant en disant que dans les musées, on est passé à l'ère de la post-médiation. Déjà, on a intégré un certain nombre d'éléments de la médiation. Il ne s'agit plus de transmettre uniquement des connaissances au public. Alors, comment vous préciseriez cette idée? Parce que je pense qu'elle peut évoquer une chose à laquelle nous, on tient pas mal, c'est la chaîne de médiation, c'est-à-dire de défendre un réseau qui travaille ensemble. Oui, encore une fois, je ne sais pas si c'est le propos de oui. Ma question, ce serait plutôt de dire, est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont semblé particulièrement pertinentes aussi, à ce niveau-là? Oh, alors là, effectivement, ce serait vain d'imaginer qu'il n'y ait pas d'expérience pertinente, mais faisons-les davantage connaître, essayons de les reproduire autant que faire se peut. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a dans ce monde que nous évoquons, avec une diversité de structures, énormément de propositions. Ma réaction à moi, qui serait sans doute différente de celle de Serge Chaumier, tel qu'il a exprimé son idée, c'est que ce qui se joue aussi, il faut bien le reconnaître, il faut être lucide, ce sont des questions de pouvoir. Autrement dit, qui va accorder aux acteurs de la médiation un poids suffisant pour prendre des décisions ou participer à l'orientation des grandes décisions qui gouvernent l'avenir des institutions culturelles. Autrement dit, ma position est de dire, si vous ne changez pas tellement de choses à la façon dont vous concevez votre métier, quel que soit votre professionnalisme, et si vous considérez que les médiateurs sont là en bout de chaîne, finalement, pour faire avec ce que vous leur avez proposé, on n'aboutira pas à des résultats convaincants. Ma conviction, c'est qu'il faut écouter davantage les médiateurs, écouter davantage les gens qui sont en contact avec des publics relativement éloignés et leur donner plus de pouvoir, donc c'est sans doute un mot qui fâche, et sans doute du coup revoir les structures de gouvernance qui décident, et ça rejoint, vous l'aurez noté, la question des droits culturels, où est contenue dans cette notion la notion de participation. Donc soit vous avez une fausse participation dans laquelle les gens sont vaguement écoutés et ils ne décident pas, soit vous avez une vraie co-construction dans laquelle les individus, et encore une fois pas de façon démagogique, de façon lucide, participent à quelque chose qui, en définitive, il faut bien le comprendre, leur est destiné. Toutes ces structures, leur légitimité, c'est de fonctionner au profit des citoyens, des habitants. C'est marrant parce que ma dernière question c'était de savoir, est-ce que dans cette perspective, il ne faudrait pas former toute une génération d'élus à ces questions-là? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans les collectivités qui sont prêts d'ailleurs qui le disent, qui sont prêts à l'être, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former tous ces élus-là à ces questions-là, quand on sait que dans certaines communes, les élus défendent encore la notion du beau, qui est très restrictive, en disant qu'il faut que leur population ait accès au beau, comme s'ils n'y avaient pas accès dans leur vie quotidienne. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas former à tout ce que vous dites, finalement, les personnes qui ont le pouvoir? Alors moi, j'aurais une approche un peu plus modeste, on va dire. Je pense que les élus, fondamentalement, souhaitent, quand on leur pose la question, ils souhaitent cet élargissement des publics, ils se rendent bien compte, par définition, parce qu'ils sont au plus près de la compréhension de la vie des individus de leur territoire. Ils savent bien ce que nous disons là, cette disparité d'accès, ils le voient tous les jours. Donc, si on leur pose la question,
bien évidemment, ne serait-ce que pour des raisons de qualité de vie, de lien social, de prévention dans un certain nombre de cas, pourquoi pas de risque, ils souhaiteraient aller dans ce sens de l'élargissement et d'une plus grande participation des citoyens. Donc ma conviction, ça serait de dire, sinon, à défaut de parler de formation, ça serait au minimum de lieux de débat et de sensibilisation, et d'indiquer aux élus que peut-être que contrairement à ce qu'ils entendent parfois, il est possible d'agir, il y a des moyens, et ces moyens, contrairement à l'intuition, ne sont pas nécessairement coûteux. Et donc, mais moi, si vous voulez, ma vision serait non pas simplement de dire il faut former les élus parce qu'ils ignoraient certaines choses. Je pense qu'il faut les accompagner dans leur réflexion, les sensibiliser, leur présenter des orientations peut-être auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais je pense qu'il faut y associer les professionnels. C'est-à-dire que dans ma vision, il ne s'agit pas uniquement de dire les professionnels sont porteurs de solutions optimales que les élus n'entendent pas toujours. Je pense qu'il y a un travail à faire peut-être différent, mais en tous les cas, voilà, dans le même temps, vis-à-vis des élus et vis-à-vis des professionnels de la culture. Jean-Michel Tovellaine, merci beaucoup pour cette vision. Merci infiniment. Merci d'être venu nous voir sur la question de l'égalité, qui n'est pas